Notre planète a le pouvoir de déclencher des cataclysmes. Éruptions volcaniques, séismes, ouragans et inondations sont capables de tout dévaster sur leur passage. Peut-être pensons-nous avoir connu les pires catastrophes naturelles, mais les scientifiques qui s'efforcent de comprendre l'origine de ces phénomènes ont la preuve que des événements bien plus destructeurs ont eu lieu par le passé. Il s'agit de l'une des plus grandes éruptions de ces 10 derniers millénaires. Et tout porte à croire que des cataclysmes aussi meurtriers risquent de se reproduire. Sur notre planète, les océans, les rivières et les lacs peuvent se transformer en murs d'eau destructeurs. En moyenne, à travers le monde, ces soudaines montées des eaux tuent 25 000 personnes tous les ans. En 2016, suivant l'ouragan Matthew, une onde de tempête s'abat sur la côte sud des États-Unis. Elle emporte routes et maisons et tue 52 personnes. Quelques mois plus tôt, des crues subites dans le Maryland et la Virginie occidentale avaient fait 28 victimes et laissé 40 000 personnes sans électricité. En 2004, un tsunami meurtrier s'abat sur l'Asie du Sud-Est, faisant 200 000 victimes. Les dégâts matériels, eux, s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Des tempêtes encore plus immenses et encore plus destructrices ont-elles eu lieu dans le passé? C'est ce que suggère une série de découvertes récentes. Des scientifiques ont trouvé ce qui ressemble à des marques laissées par des inondations cataclysmiques. Des torrents d'eau qui ont raviné l'écorce terrestre et donné à la Terre sa forme actuelle. Ça a complètement changé le paysage. Personne n'a jamais vu quelque chose d'une telle ampleur. Sur Terre, 3 endroits très éloignés les uns des autres présentent d'étonnants points communs. Aux États-Unis, plus de 40 000 km² de canyons asséchés et de formations rocheuses étranges. En Islande, une gorge profonde de 90 mètres semble s'être formée en un instant. Et au large des côtes de Grande-Bretagne, un réseau de canyons mystérieux creusés au fond de la mer pourrait révéler comment la Grande-Bretagne et la France ont été séparées. L'érosion terrestre n'aurait pas été graduelle. Des indices suggèrent que des torrents d'eau violents auraient tracé les reliefs de la planète en l'espace d'un clin d'œil géologique. Qu'est-ce qui a pu provoquer de tels déluges? Pourrait-il avoir lieu à nouveau? La piste commence ici, dans le nord-ouest de l'Amérique. Les plaines de l'État de Washington s'étendent sur des centaines de kilomètres. Puis soudain, le terrain change. Les étendues plates font place à des gorges à pic, profondes de 300 mètres pour certaines. Des îlots rocheux de la taille d'immeubles de 30 étages se démarquent nettement dans le paysage, alors qu'ailleurs, des dépressions étranges, des cavernes géantes, s'enfoncent à 15 mètres dans le sol. C'est la région des Scablands, des terres abîmées, nommées ainsi par des colons pour qui la zone semblait être recouverte de croûtes ou de plaies. Situés à plus d'une centaine de kilomètres à l'est de Seattle, ces paysages curieux s'étendent sur plus de 40 000 km². Depuis plus d'un siècle, les géologues essaient de comprendre ce qui a bien pu créer les Scablands. Quand un géologue découvre un paysage, c'est un peu comme quand un inspecteur découvre une scène de crime. La procédure est la même. La première chose à faire, c'est chercher des indices.
savoir repérer ces indices demande de l'expérience. Il n'y a qu'en hauteur qu'on peut vraiment observer la zone. Cette région-là des Scablands doit faire entre 45 et 65 km. C'est très très vaste. C'est justement la taille de ce territoire qui a d'abord fait penser aux géologues que les Scablands s'étaient formés lentement, que la roche avait mis des millions d'années à s'éroder au gré des rivières, du vent et de la glace. Au cours des différentes périodes de glaciation, alors que les températures chutaient, des calottes glaciaires et des glaciers ont creusé des vallées entières dans la roche, comme celle du parc national de Glacier dans le Montana. Pendant des siècles, des rivières ont rongé la roche et ont aidé à façonner certains des plus incroyables paysages sur Terre, comme le Grand Canyon en Arizona. Mais les sédiments laissés par la calotte glaciaire quand elle a fondu il y a 12 000 ans montrent que la glace n'est arrivée qu'à la lisière nord des Scablands. Vic Baker pense que les Scablands résultent du passage de violents cours d'eau dans la région. L'indice, ce canyon incurvé. Depuis les airs, on voit que ce canyon a la forme d'un fer à cheval. Les chutes d'eau ont à peu près la même forme. Les chutes du Niagara et plein d'autres grandes cascades ont la même forme de fer à cheval. Et c'est pour cette raison que ce genre de canyon porte le nom de chute sèche. Longue de 5,5 km, cette formation fait 5 fois la taille des chutes du Niagara et est 2 fois plus haute. Les collines derrière moi font 120 mètres de haut. Les chutes du Niagara tiendraient dans cette alcôve. Il y a une deuxième alcôve de taille similaire et une troisième encore plus grande qui s'étend sur des kilomètres à l'est. Aujourd'hui, ce sont les chutes connues, humides ou pas, les plus vastes sur Terre. Dans une vallée un peu plus loin, Baker découvre un autre indice témoignant du passage d'importantes quantités d'eau dans la région. Des formations ressemblant à des cavernes que l'on trouve au fond des rivières houleuses. Mais ces excavations sont géantes. Celle-ci doit faire 15 mètres de profondeur. Les trous au fond des rivières font la taille d'un être humain. Là-dedans, on pourrait faire tenir plusieurs éléphants. Tout porte à croire qu'une quantité importante d'eau a déferlé dans la région. Mais aujourd'hui, l'eau a disparu. Les rivières les plus grandes de la région sont la Serpent River et la Columbia River. Baker ne pense pas qu'elles aient joué un rôle dans la formation des Scablands. La rivière Columbia est à 50 km d'ici au nord et n'est pas assez grande pour créer ce type de formation. La Serpent River est elle aussi trop petite pour creuser des cavernes et des chutes de cette taille. Il n'y a qu'un événement spectaculaire qui pourrait expliquer l'arrivée d'un tel volume d'eau aussi vite. Alors, par où est arrivée cette eau ? Des scientifiques sont en train de découvrir de nouveaux indices expliquant peut-être comment les Scablands, dans le nord-ouest de l'Amérique, ont été créés, à 5500 km de là, en Islande. Cette île, située à la limite du cercle arctique, est une terre de feu et de glace. Les paysages du nord-est de l'île ressemblent étrangement à la région des Scablands dans l'État de Washington.
une gorge en forme de fer à cheval, des falaises à pic de plus de 90 mètres de hauteur et un imposant îlot rocheux. Voici le canyon d'Asbyrgi. Tout comme les scientifiques des Scablands, le géomorphologue Michael Attal veut comprendre comment ce canyon a été créé. On dirait vraiment une chute d'eau asséchée. Avant, il y avait une cascade ici, mais elle n'est plus là aujourd'hui. Ce canyon en forme de fer à cheval ressemble tellement au canyon des Scablands que le scientifique pense qu'ils ont tous les deux été formés de la même façon. Dans la roche, il trouve des indices sur le temps que ça a pu prendre. Le scientifique se sert d'une technique relativement nouvelle, la datation par isotope cosmogénique. La surface de la Terre est constamment bombardée par des rayons cosmiques provenant de l'espace. Les rochers enfouis sous terre sont protégés de ces rayons. Ces falaises, elles, sont exposées. Les rayons cosmiques percutent les atomes à la surface de la roche. La force de ces collisions expulse les neutrons et les protons hors des atomes et modifie la composition de la roche. De nouveaux éléments se créent, comme entre autres une rare forme d'hélium. Ces atomes d'hélium se multiplient avec le temps à un rythme prévisible. En mesurant leur concentration, il est possible de déterminer un âge d'exposition. C'est à ce moment-là qu'on démarre le chronomètre. Le docteur Attal prélève des échantillons de roches à divers endroits dans le canyon d'Asbyrgi. Et il compare leurs dates d'exposition. Les résultats révèlent quelque chose de surprenant. Tous les rochers à cet endroit ont été exposés au même moment. Ce qui veut dire que le canyon entier s'est formé d'un coup. Ce canyon a été créé par un événement qui a eu lieu il y a 9000 ans. Une force naturelle progressant lentement comme un glacier, l'érosion ou un soulèvement tectonique aurait exposé les rochers du canyon à des moments différents. Seul un désastre naturel brutal, comme une inondation titanesque, a pu provoquer la formation rapide du canyon. Dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais connu une inondation d'une telle ampleur. À des milliers de kilomètres de là, les scientifiques des Scablands en sont arrivés à la même conclusion. Tout porte à croire que les indices que nous avons trouvés ici indiquent qu'il y a eu vraisemblablement une inondation catastrophique dans la région. Qu'une inondation, aussi grande soit-elle, ait pu créer ces vastes paysages semble impossible. Les dernières inondations, les plus destructrices, comme celle ayant suivi l'ouragan Katrina en 2005 ou le tsunami au Japon en 2011, ont laissé des souvenirs douloureux. Mais ces deux événements n'ont eu qu'un très faible impact sur la croûte terrestre, loin de ce qu'on peut observer en Islande ou dans les Scablands. Personne n'a jamais vu quelque chose d'une telle ampleur. On parle de véritables déluges qui ont changé la face de la Terre. Les inondations assez puissantes pour créer des canyons dans la roche-mère sont extrêmement rares. En 2002, un de ces phénomènes a néanmoins pu être observé. Le 4 juillet, après le passage d'une violente tempête dans le centre du Texas, le canyon Lake Reservoir, un lac de barrage, commence à déborder. Au plus fort de l'inondation, assez d'eau pour remplir une piscine olympique se déverse toutes les 2 secondes.
Quand les eaux finissent par se retirer, elles révèlent une toute nouvelle gorge taillée dans la roche sur 7 mètres de profondeur et sur plus de 2 kilomètres. Cet événement est la preuve que certaines inondations peuvent transformer un paysage en l'espace de quelques jours, pourvu que le volume d'eau déversé soit important et rapide. En Islande, le géophysicien Magnus Gudmundsson pense avoir découvert d'où est venue l'eau qui s'est répandue dans la région. À 160 km au sud d'Asbyrgi se trouve la calotte glaciaire du Vatnajökull, le glacier le plus volumineux d'Europe. Le Vatnajökull partage quelques similitudes avec les glaciers de la dernière période glaciaire qui a pris fin il y a 9000 ans. L'eau responsable de la formation du canyon de l'Asbyrgi n'a pu venir que de ce glacier. À certains endroits, la calotte est profonde de 900 mètres. Il y a ici des centaines de kilomètres cubes d'eau glacée. On n'a que de la glace ici. Comment tout ça se transforme en eau? Gudmundsson pense que la réponse se trouve cachée sous la calotte glaciaire. 7 immenses volcans. En 1996, l'un d'eux, le volcan Grímsvötn, entre en éruption et provoque l'inondation la plus catastrophique en Islande depuis un demi-siècle. De temps en temps, on a des éruptions massives qui font fondre d'énormes quantités de glace en quelques heures. Plus de 3 km3 d'eau fondue s'abattent sur la région. Le débit de l'eau est 16 fois plus puissant que celui des chutes du Niagara. Routes, ponts et lignes électriques sont détruits. Aujourd'hui, Gudmundsson et son équipe procèdent à des mesures. En calculant l'élévation et le mouvement de la calotte, les scientifiques découvrent qu'il y a toujours un lac d'eau fondue sous la glace. On est sur une plateforme glaciaire qui flotte sur un lac. Gudmundsson pense qu'il y a 9000 ans, une éruption géante sous la calotte glaciaire a provoqué une inondation colossale, assez puissante pour façonner le canyon de l'Asbyrgi. Une série d'événements semblables aurait-il pu provoquer une inondation assez massive pour former les Scablands en Amérique du Nord? À 160 km à l'ouest des Scablands se trouvent de nombreux volcans en activité, dont le mont St. Helens, partiellement couvert de glace. En 1980, le mont St. Helens entre en éruption. La chaleur est telle que la glace autour de son cratère fond, entraînant la formation d'énormes coulées de boue. En aval, les inondations sont dramatiques. Mais même si toute la glace de ce volcan avait soudainement fondu, ça n'aurait pas été assez pour creuser la roche sur 40 000 km². Qu'est-il donc arrivé dans les Scablands? Pour découvrir si la glace est vraiment la coupable, Vic Baker doit d'abord déterminer quand les Scablands ont été créés. En analysant des échantillons dans toute la zone, il découvre que les rochers ont été exposés au cours d'une période s'étalant sur quelques milliers d'années. En géologie, cette durée équivaut à un clin d'œil. Une date en particulier se démarque. Toutes les dates que nous avons pu fixer tournent autour des 16 000 ans dans le passé. Bien que la glace recouvrait une bonne partie de l'Amérique du Nord il y a 16 000 ans, les géologues pensent qu'elle n'a pas atteint les volcans de l'État de Washington. La piste semblait donc s'arrêter là.
jusqu'à ce que les scientifiques fassent une découverte surprenante à plus de 300 km à l'est des Scablands, à Missoula, dans le Montana. Le géologue Larry Smith est à la recherche d'indices pouvant expliquer d'où l'eau serait venue. Du haut de ces collines, il est possible d'observer des lignes horizontales tracées dans la roche à 300 mètres au-dessus du sol de la vallée. On dirait que ces lignes ont été creusées dans la colline par des vagues ayant battu la roche. Ces lignes sont les marques laissées par les rives d'un lac. Elles sont la preuve qu'une immense étendue d'eau a un jour recouvert ces vallées aujourd'hui asséchées de l'ouest du Montana. On trouve dans la région des centaines de kilomètres d'anciens littoraux. Les géologues ont estimé qu'il y a très longtemps, ces vallées étaient recouvertes d'une étendue d'eau plus grande que le lac Ontario. Il faut s'imaginer qu'il y avait un lac ici. Devant nous, il y avait une sorte de plage ou un littoral. Le lac recouvrait toute la vallée. Il y avait des centaines de mètres d'eau, là où aujourd'hui se trouve la ville de Missoula. Les géologues l'appellent le lac glaciaire Missoula. Ça représente une énorme quantité d'eau. Si le lac s'est vidé rapidement, il est possible que toute cette eau ait formé les Scablands. Aujourd'hui, le lac a disparu. La vallée est complètement ouverte. La question, c'est où, quand et comment s'est formé le barrage qui a créé ce lac. Smith redescend au niveau d'une des extrémités de la vallée. Il n'y a ici aucun signe de glissement de terrain ou de chute de rochers qui aurait formé un barrage naturel. Mais sur la roche elle-même, Smith remarque des traces révélatrices. On voit qu'il y a des fissures dans la roche. Géologiquement, il n'y a que la glace qui peut à la fois lisser et rayer la roche comme ça. Les glaciers, dans leur mouvement, rayent la roche sous-jacente comme du papier de verre. Ces stries sont donc la preuve que durant la dernière glaciation, un glacier était présent dans la vallée. En cartographiant les rochers striés, les géologues ont découvert que la vallée de la rivière Clark Fork avait un jour été obstruée par un bloc de glace de 37 km de large et 800 mètres de profondeur. Larry Smith pense que c'est ce barrage de glace qui a créé le lac Missoula. La glace a bloqué l'écoulement de la rivière Clark Fork. Comme l'eau n'avait nulle part où aller, elle s'est accumulée à cet endroit et a fini par former un lac dans la vallée. Tous les indices suggèrent qu'il y avait ici un énorme réservoir d'eau retenu par un glacier géant. Une vidange brutale du lac pourrait avoir libéré une quantité d'eau assez importante pour former les canyons des Scablands. L'idée qu'il ait pu y avoir un lac ici qui se serait vidé brutalement expliquerait une autre caractéristique du paysage. Des ondulations géantes sur le sol de la vallée. Ces petites collines ont été façonnées par les ondulations du courant. Elles montrent que l'eau s'est écoulée dans cette direction au loin. Les ondulations comme celle-ci sont créées par le courant. On peut observer le même type de phénomène lors des marées montantes et descendantes. Plus le courant est rapide, plus les ondulations sont grandes et espacées. Ces collines sont géantes. Elles sont séparées par des centaines de mètres et font plusieurs dizaines de mètres de haut. Ces collines sont si grandes que les eaux du lac qui les ont créées ont dû se déverser dans la vallée à près de 130 km/h.
C'est la preuve que le lac Missoula s'est vidé brutalement, provoquant une inondation importante. Cela veut aussi dire que le barrage de glace de 37 km de large qui le retenait a fini par céder brutalement. Comment un barrage de glace de cette taille a-t-il pu s'effondrer si soudainement? Les dates d'exposition aux rayons cosmiques indiquent que l'inondation dans les Scablands a eu lieu bien avant la fin de la période glaciaire. Cela exclut une fonte progressive due au réchauffement climatique. C'est en étudiant des ruptures de barrages modernes que les scientifiques vont trouver la réponse. Et il faut évacuer. En 1976, dans l'Idaho, le tout nouveau barrage Teton, d'une hauteur de 90 mètres, cède, libérant près de 300 milliards de litres d'eau. L'inondation emporte maisons et voitures et tue 11 personnes. Après la catastrophe, les enquêteurs découvrent que de l'eau s'était infiltrée sous le barrage, causant une érosion interne. Larry Smith pense que c'est aussi une infiltration sous le barrage de glace qui a entraîné la vidange du lac Missoula. Le lac devait faire environ 600 mètres de profondeur. Au fond d'un lac aussi profond, la pression de l'eau est énorme. L'eau peut pénétrer dans la moindre petite fissure dans la glace. À force, la fissure finit par s'agrandir jusqu'à former un réseau de tunnels sous la glace. L'eau du lac a commencé à s'écouler à travers ces tunnels de plus en plus vite, jusqu'à ce que tout le barrage de glace s'effondre brutalement. Le barrage a dû céder en quelques minutes ou quelques heures, et l'eau du lac s'est déversée dans la région. Aujourd'hui, quand on voit des images d'inondations à la télé, les maisons sont quasiment recouvertes. Parfois, des gens se réfugient sur leur toit. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il s'est passé. Il faut imaginer que ces mêmes maisons auraient été submergées par de l'eau sur des centaines de mètres de haut. En rassemblant toutes leurs trouvailles, les scientifiques sont maintenant capables de déterminer l'ordre précis des événements. Il y a environ 16 000 ans, l'immense barrage de glace retenant le lac Missoula a cédé, libérant brutalement 2500 km3 d'eau. C'est l'équivalent en volume de 10 fois le débit de tous les fleuves du monde. Un torrent déchaîné a alors déferlé sur l'État de Washington. Des milliards de tonnes de roches ont été emportées, transformant le paysage. Il y avait des blocs de glace et de roches. L'eau tourbillonnait. Le bruit devait être assourdissant. En quelques heures, l'eau atteint le Pacifique. 5000 km3 de roches et de terre violemment arrachées aux Scablands se déversent dans l'océan. C'est assez incroyable de penser que le paysage a été complètement transformé en l'espace de quelques jours. Même les plus grands films catastrophes n'ont jamais dépeint une inondation aussi impressionnante que celle qui a eu lieu ici. Des dizaines d'années de recherches géologiques ont permis de confirmer qu'il y a bien eu de gigantesques inondations soudaines, à la fois dans le nord-ouest de l'Amérique et en Islande. Cette découverte va aider les scientifiques à résoudre un autre mystère à des milliers de kilomètres de là. Dans la mer qui sépare la Grande-Bretagne de la France. Aujourd'hui, la Manche relie la mer du Nord à l'est
à l'océan Atlantique à l'ouest. C'est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde. Sur la côte sud de l'Angleterre, les falaises blanches de Douvres surplombent la mer de plus d'une centaine de mètres. Des géologues comme James Lawrence pensent que ces falaises de craie détiennent un secret extraordinaire. Et ils ne reculeront devant rien pour le découvrir. Ces falaises sont presque identiques à celles qui se trouvent de l'autre côté de la Manche, sur la côte nord de la France. Peu de gens savent que si on allait là-bas, en France, on trouverait les mêmes falaises de craie. Ces falaises se sont formées il y a 100 millions d'années, quand toute la région était recouverte par une mer tropicale. Cette mer ancienne regorgeait d'organismes microscopiques. Quand ils mouraient, leur squelette riche en calcium tombait au fond de la mer. Au fil du temps, les couches épaisses de calcium se sont compressées et transformées en craie, une roche calcaire. On retrouve exactement le même type de roche, déposée dans le même environnement, de ce côté de la Manche et de l'autre côté en France. Le géologue a découvert que les falaises de France et celles d'Angleterre avaient plusieurs éléments en commun. La craie blanche est striée de lignes horizontales constituées d'une roche sombre appelée silex. Ici, j'ai une superbe ligne de silex. Le silex, composé de microcristaux de quartz, se forme en fonction des variations dans la composition chimique de l'eau. Mais ces changements n'arrivent qu'occasionnellement, d'où le motif singulier que dessine le silex dans la craie. Ces lignes sont continues à travers toute la craie. Cette ligne de silex traverse toute la falaise. Il y en a des douzaines comme celle-ci. Chacune a une hauteur différente. Ces lignes parallèles de silex forment une empreinte géologique unique dans la craie blanche. Ce qui est intriguant, c'est que ce même signe distinctif est visible de l'autre côté de la Manche. La craie et le silex de ces falaises forment un code barre spécial. On retrouve exactement le même code barre dans les falaises en France. L'espacement et la profondeur des lignes de silex correspondent parfaitement. Pour James Lawrence, c'est une preuve irréfutable. Aujourd'hui, on sait qu'il y a très longtemps, l'Angleterre et la France étaient reliées par une arête de craie. Ces couches de silex nous apprennent qu'il y a des centaines de milliers d'années, un anticlinal de craie de plus de 11 km de large s'étendait sur 34 km et rattachait la Grande-Bretagne au continent européen. C'est assez incroyable de penser qu'il y avait une masse terrestre, là où aujourd'hui il n'y a que de l'eau. Mais cette découverte a mis en évidence un nouveau mystère. Quelque chose s'est donc passé et l'Angleterre et la France ont été séparées. L'Angleterre et la France étaient autrefois reliées. Mais alors, quelle force les a séparées? Comment la Grande-Bretagne est-elle devenue une île? Est-ce que tu me reçois? En explorant le fond de la Manche, la géologue Jenny Collier a trouvé un indice qui pourrait expliquer ce qui est arrivé à la bande qui reliait l'Angleterre et la France. 4, 5, 6, 10 mètres en un quart de seconde.
Il y a un dénivellement abrupt dans la topographie qui correspond au bord d'une masse étrange. En mesurant la profondeur de la Manche avec un sonar, la géologue a découvert avec surprise un canyon escarpé taillé dans la roche-mère. Le sonar envoie des ondes acoustiques vers le fond de la mer. Plus l'eau est profonde, plus le son met de temps à revenir. Jenny Collier pense que le fond de la Manche était plat. Mais le sonar a révélé tout autre chose. On a découvert qu'il y avait eu un paysage extraordinaire, ici, sous la Manche. Malgré l'importance mondiale de ce couloir de navigation, on ne savait encore récemment que peu de choses sur le fond de cette mer. Pour enquêter sur cette découverte géologique majeure, Collier et ses collègues se sont attelés à une tâche longue et ardue. Utilisant un système de sonar plus avancé, ils ont cartographié 136 km² de la Manche avec une précision de 10 cm. La carte a révélé des chenaux, des îlots rocheux, des bassins et des vallées, taillés à près de 90 mètres de profondeur dans les fonds rocheux. On n'a rien qui ressemble à ça ailleurs en Europe. Il n'y a qu'un seul endroit qui présente toutes ces caractéristiques. Quand on enlève l'eau, on remarque que le terrain sous la Manche ressemble étrangement aux Scablands dans l'État de Washington. Ce paysage sous-marin semble lui aussi avoir été créé par une inondation géante. La seule chose qui peut creuser des îlots dans la roche-mère, c'est le passage soudain et brutal d'eau en grande quantité. C'est pour cela qu'on pense qu'il y a eu ici aussi une inondation catastrophique. L'étude du paysage des Scablands a révélé que la création de ce type de relief ne peut être causée que par la libération soudaine d'une énorme quantité d'eau concentrée au même endroit. Aujourd'hui, la Manche coule entre deux mers ouvertes. Il semble impossible que de l'eau ait pu s'accumuler quelque part. Le géologue Phil Gibbard pense avoir la réponse. Il a trouvé des preuves à 190 km au nord de la Manche, sur la côte nord du Norfolk, au pied de ces falaises. Ici, on a un dépôt glaciaire qui date d'environ 450 000 ans. Ces dépôts ont été laissés il y a très longtemps dans toute l'Europe du Nord par les glaciers géants qui recouvraient la région. Il y a 450 000 ans, la glace s'étendait sur la quasi-totalité de la Grande-Bretagne. Le niveau des mers était plus bas et des glaciers de plusieurs centaines de kilomètres de large et hauts d'1,5 km descendaient de Scandinavie. Ces glaciers formaient un barrage au nord du bassin de la mer du Nord. Au sud, l'eau était retenue par la barrière de craie entre la France et l'Angleterre. Phil Gibbard pense que l'eau fondue des glaciers et des rivières, se déversant dans le bassin de la mer du Nord, n'avait nulle part où aller et qu'elle s'est accumulée derrière la bande de craie en formant un immense lac. Le géologue a trouvé des preuves de ce réservoir de l'air glaciaire dans les falaises sillonnées de fines couches horizontales de limon. Les sédiments sont horizontaux. Cette horizontalité ne peut avoir été créée que par un lac ou par de l'eau stagnante. Pas par un océan. Gibbard a trouvé des formations similaires à d'autres endroits le long de la mer du Nord, certaines à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y avait ici un lac immense, de la même taille que les grands lacs de l'Amérique du Nord. L'eau qui a créé le détroit du Pas-de-Calais n'a pu venir que de ce lac. Les indices suggèrent qu'en se vidant, cet immense lac glaciaire a formé le relief caractéristique que l'on trouve au fond de la Manche.
l'inondation a été rapide et brutale. Pour que de telles formations soient creusées, l'anticlinal a dû céder très rapidement. Les scientifiques se demandent ce qui a bien pu se passer. Comment une masse rocheuse géante a-t-elle pu s'effondrer aussi soudainement? Peut-être est-ce lié à la façon dont la craie réagit à l'eau. Le lac glaciaire était en contact avec l'arête de craie. Petit à petit, la craie s'est gorgée d'eau et la roche est devenue beaucoup plus friable. La craie est une roche perméable. Quand elle est imbibée d'eau, elle perd la moitié de sa force et devient extrêmement cassante. La craie est une roche fragile. Les falaises de craie sont donc souvent sujettes aux effondrements. Regardez derrière moi. Chaque année, la pluie et les vagues sont responsables de l'effondrement de milliers de tonnes de craie dans la Manche, érodant dramatiquement le littoral. Aujourd'hui, de nombreux géologues pensent qu'il y a 500 000 ans, en pleine ère glaciaire, l'eau du bassin de la mer du Nord a fragilisé l'arête de craie. Le lac devenu trop plein, l'eau a commencé à déborder par-dessus l'anticlinal, provoquant l'érosion rapide de la craie déjà gorgée d'eau. Au tout début, le flot ne devait pas être très important. Mais l'arête a cédé petit à petit. D'énormes blocs de craie sont tombés et l'eau a afflué. D'après la forme des reliefs détectés grâce au sonar, Jenny a pu estimer que l'eau s'était déversée au rythme d'1 milliard de litres par seconde. C'est presque 6 fois le débit d'écoulement du fleuve Amazon. Une vague géante est passée par-dessus l'anticlinal et elle a déferlé de l'autre côté. L'eau a détruit complètement l'arête de craie qui reliait l'Angleterre à la France avant de finir sa course dans l'océan Atlantique. Cette inondation gigantesque a créé la Manche et est à l'origine du processus d'érosion qui a fini par faire de la Grande-Bretagne une île. Les indices retrouvés en Islande, dans la Manche et dans les Scablands aux États-Unis montrent que des inondations plus grandes et plus dévastatrices que celles que nous connaissons aujourd'hui ont transformé la surface de la Terre. Ces inondations cataclysmiques ont façonné le paysage en l'espace de quelques jours ou semaines. Mais la question c'est, est-ce qu'une inondation de cette ampleur pourrait avoir lieu à nouveau? Toutes ces inondations ont été provoquées par le même événement, la libération soudaine d'importantes quantités de glace fondue. En Islande, un volcan sous un glacier pourrait déclencher une inondation destructrice à tout moment. Heureusement, en Islande, très peu de gens vivent en zone inondable. Et le volume d'eau nécessaire pour créer des lacs glaciaires, semblables à ceux qui ont façonné le détroit du Pas-de-Calais et les Scablands, ne peut être atteint qu'en période glaciaire. Sur Terre, aujourd'hui, plusieurs endroits représentent toujours un risque pour des millions de personnes. Les montagnes enneigées.
Qui dit glacier, dit beaucoup d'eau. Quand on a des glaciers en montagne, les chances que des lacs glaciaires se forment sont élevées. Ces lacs entourés de glace sont instables et pourraient se vider de manière catastrophique. Le lac Missoula, qui faisait 2000 mètres de profondeur, était un cas unique. Mais certains de nos lacs glaciaires, qui font quelques centaines de mètres de profondeur, pourraient engendrer des inondations dangereuses et spectaculaires. Aujourd'hui, les inondations, bien que moins titanesques qu'avant, continuent de détruire des vies et des régions entières. Les grandes inondations du passé ont transformé la surface de notre planète et le visage des continents. Les marques qu'elles ont laissées sont un rappel indéniable de leur pouvoir destructeur.